Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, toujours au salon de l'investissement immobilier à Bordeaux. Donc j'en profite, comme je vous le disais sur les précédents épisodes, pour tourner des épisodes avec des invités de renom. Donc j'ai le plaisir sur cet épisode d'accueillir Gabriel Jarosson. Salut. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ouais, ça va. Pas trop dur ce week-end en termes d'intensité C'est intense, mais c'est super. Ouais, c'est super. Je te vois échanger avec beaucoup de monde, donc je me dis que... J'ai cette chance d'être intervenu hier samedi, et donc ça fait que les gens aujourd'hui m'ont identifié, et ceux que ça intéresse viennent me parler, donc c'est super. C'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui pour échanger avec les gens. Bah écoute, c'est très chouette en tout cas, c'est cool, parce qu'effectivement tu fais partie des 8 speakers qu'il y avait sur les plénières, on va dire, parce qu'après il y avait des conférences un peu plus de type atelier. Donc tu es venu nous parler d'investissement dans les startups, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui pour tous les gens qui n'étaient pas là et qui n'ont pas pu t'entendre hier justement, qu'on puisse un peu démocratiser ce sujet qui est quand même un sujet pour avertis à la base, et moi j'aimerais qu'on le vulgarise un peu. Je crois que c'est ce que tu essaies aussi de faire en fait, en le rendant accessible, tu nous en parleras après, mais via Léonis notamment, donc c'est chouette. Pour commencer, et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es ? Oui, avec plaisir. Effectivement, donc, je m'appelle Gabriel Jarosson, et si on devait définir en une phrase ce que je fais au quotidien, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire je veux démocratiser, rendre accessible à tout le monde les investissements dans les startups de la Silicon Valley, ce que moi j'appelle les investissements qui sont réservés aux ultra riches. Aujourd'hui, investir dans une startup, il faut avoir des millions, il faut avoir l'accès, et j'essaye de le démocratiser au plus grand nombre. Alors, qui je suis, aujourd'hui j'anime Léonis Investissement. À l'origine, je suis ingénieur de formation et entrepreneur pendant des années. J'ai monté plein de boîtes, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, surtout au travers des échecs. J'ai beaucoup échoué dans les boîtes que je montais. À force d'échouer, j'ai compris que toutes les boîtes n'étaient pas les mêmes, qu'il y avait des critères sur la réussite des boîtes que j'ai transformés du coup en critères d'investissement. J'ai donc commencé à investir tout seul dans les boîtes. J'avais un problème, je fais une version raccourcie, mais j'avais un problème, c'est que j'avais pas assez finalement d'argent pour investir dans les boîtes dans lesquelles je voulais investir. Et donc en 2017, j'ai créé ça, Léonis Investissement, en me disant, puisque moi j'ai pas assez d'argent, mais il y a peut-être des gens autres autour de moi qui veulent investir eux aussi, et eux aussi ils n'ont pas assez d'argent, j'étais dans la même situation, et ben si on se regroupait, l'union fait la force, on va tous ensemble mettre notre argent en commun, et là on pourra peut-être accéder à des investissements. Donc en 2017 je crée Léonis Investissement qui a pour ce rôle, comme je le disais, de démocratiser, etc. Et c'est ce que je fais aujourd'hui de mon temps et de ma vie, voilà. Ok, et si on revient justement un peu en avant, qu'est-ce qui t'a amené à ça ? C'est quoi les échecs dont tu parles ? Quelles sont les boîtes que tu as montées qui n'ont pas fonctionné ? Qu'est-ce que tu as appris de ça ? Et qu'est-ce qui ont fait justement que tu as assimilé ces critères de sélection pour la suite ? Alors, le premier échec, c'est les études. J'étais pas un mauvais élève, j'ai fait S et j'étais assez bon jusqu'au bac, mais je pars en école d'ingénieur, en prépa puis en école d'ingénieur. Et là, j'étais pas du tout à ma place, j'étais pas très bon et ça me plaisait pas du tout. Donc, je bossais assez peu puisque j'avais vraiment pas le goût à ça. Donc ça, c'était plutôt un échec parce que ingénieur, c'est des super études. Tu vois, c'est waouh. Quand je suis arrivé, je me souviens le premier jour dans mon école, ils m'ont dit vous êtes l'élite de la nation. Alors, c'était un peu pompeux, mais et surtout que c'était une école un peu moyenne, mais n'empêche que voilà, c'est des super études ingénieurs, tu vois. Et j'ai détesté ça, et j'ai tout de suite compris que c'était pas pour moi dès la première année. Voilà. La première année. Alors j'ai quand même été au bout, j'ai pas fait le truc de le drop-out comme Mark Zuckerberg et tout. J'ai été au bout, ça me ferait une sécurité, etc. Mais premier échec, c'était ça. Et donc j'ai commencé tout de suite à monter des boîtes pendant que j'étais étudiant. L'un de mes premiers clients sur ma toute première boîte, c'était mon école. C'était assez marrant. Je me suis rendu compte, j'étais copain avec la Respocom, je discutais dans les couloirs et tout. Et je suis toujours en contact avec cette Respocom de l'école. Ouais, on était assez copains. Et j'apprends qu'elle paye un mec 300 € par mois pour s'occuper des réseaux sociaux de l'école. C'était, tu vois, en quoi, 2009, 10, un truc comme ça. Donc, un peu le début des réseaux sociaux, quoi. Ouais. Et je vais voir le compte et je vois qu'il s'est rien passé. Le mec, il a pas tweeté, il a pas posté sur Facebook depuis 1 mois. Et donc, je lui dis, mais file-les-moi les 300 €, je vais le faire mieux, quoi. Et elle me dit, OK.
Et donc voilà, tu vois, je me dis merde, mais et donc si eux, je les ai fait payer 300 €, c'est que ça intéresse d'autres gens. Donc j'ai été voir 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes, et donc je me suis retrouvé avec 10 boîtes qui me payaient 300 € par mois. Je me faisais 3000 balles par mois, j'étais étudiant. Là, j'ai poussé le truc encore plus loin. J'ai embauché un stagiaire que j'ai payé 500 € par mois. Voilà. Et je lui disais, tu tweets sur les 10 boîtes. Et moi, je me faisais 2500 balles de différence. Et à la fin de la journée de cours, mon stagiaire venait me chercher, moi, à la sortie de l'école pour qu'on fasse le point, tu vois. Donc c'était vraiment, voilà, c'était marrant. Donc voilà, donc les échecs, donc les études, ça me plaisait pas, je fais ça. En sortant d'études, je monte un site de vente de vin en ligne, donc une marketplace, tu vois, là on enregistre à Bordeaux, donc c'est marrant. Une marketplace de vente de vin. Ça n'existait pas à l'époque, je veux faire le Amazon du vin, c'est-à-dire que le vin en 2010, il passe par des grossistes qui vont l'acheter, le stocker chez eux et le renvoyer chez le client. Et je me dis, c'est pas bon pour l'environnement, ça pollue, le vin il voyage 2 fois, ça c'est bon. Ouais. On a une petite alarme qui sonne, incendie, je sais pas, soit on prend le risque de prendre feu et on reste là. C'est bon. Ça y est, elle s'est arrêtée. Ça va mieux, ok, je continue. Faut qu'on improvise, c'est très bien. Ouais, mais c'est très bien. C'est génial. Et donc, je me dis, on va le faire aller directement du domaine jusqu'au. Ouais, donc tu voulais disrupter en fait, voilà. des intermédiaires quoi. Exactement, des intermédiaires comme une marketplace. Et ça, c'est un premier échec parce que c'est un échec très vicieux. Ça m'a fait beaucoup de mal d'ailleurs, j'étais presque en burn-out et tout, parce que la boîte marchait, la boîte grossissait de plus en plus, mais dans le vin, il n'y a pas de marge. Le vin, c'est très lourd. Déjà, le vin, les vignerons font très attention à leur prix parce qu'il y a une histoire d'image de marque, etc. Et c'est très lourd et fragile à transporter, donc ça coûte très cher. Ouais. Et quand tu le fais livrer à des particuliers, c'est lourd, c'est cher, il n'y a pas de marge. Tu as de la casse, donc le peu de marge que tu as, tu le perds sur ta casse, même si tu as des assurances. Les clients, du coup, sont pas contents. Ils t'appellent, j'avais un mariage ce week-end, le vin il est cassé, je dis je vous le renvoie la semaine prochaine. Ouais, mais mon mariage c'est ce week-end. Bref. Ouais, compliqué. Et donc, très vicieux parce que la boîte grossit. Sur les 200 sites français de vente de vin, j'étais dans le top 10. Et je gagnais pas d'argent, je pouvais même pas me sortir un salaire. Ouais. Et au bout de quelques années, je pète un câble, je revends la boîte et je voulais sortir de ça. Et je veux plus jamais entendre parler de vin. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, t'as fait du vin, je veux que je te présente. » Je dis « Ah, surtout pas, c'est fini, je veux plus. Je veux bien le boire, évidemment, mais ce que j'ai fait hier soir avec modération. Mais voilà. Et t'as réussi quand même à revendre le flux. J'ai quand même revendu la boîte parce que la boîte, elle fonctionnait, elle grossissait. Donc pour quelqu'un qui est dans le milieu du vin, c'était génial. Mais moi, et donc l'enseignement, c'est que c'était pour moi un échec. Je pouvais même pas me payer de salaire, n'importe quoi. Tu vois, mes copains, ils étaient sortis d'école d'ingé, ils avaient des salaires d'ingé, ils gagnaient 10 fois. Moi, j'avais rien, quoi. Et donc, la leçon de ça, ce que je comprends, c'est que tous les business sont pas égaux. Je voyais des copains qui étaient sortis d'école qui faisaient que du software et qui gagnaient un fric de fou. Et moi, je me disais, putain, je fais un truc innovant et je gagne rien. Bon. Donc, tous les business sont pas égaux. Et ensuite, donc, j'ai créé d'autres business. Alors, vraiment tout et n'importe quoi. J'ai créé un site de rencontres. J'ai vendu des t-shirts humoristiques sur le football. J'ai créé un shop sur Amazon, Amazon FBA. J'ai vendu des compléments alimentaires, des blogs SEO d'affiliation. J'ai fait aussi un site e-learning sur le B2B. Donc, j'ai fait plein de secteurs différents, tu vois. Et à chaque fois, des boîtes qui ont soit pas marché du tout, soit un peu marché, mais pas trop, pas à la hauteur de mes ambitions. Ouais. Je voulais une boîte, une vraie start-up qui grossit, etc. Et donc, chaque échec, aussi violent ou au contraire un peu modéré soit-il, amène des apprentissages. Échec égale remise en question. J'étais beaucoup dans les réseaux d'entrepreneurs à l'époque, dans les soirées, etc. Et je voyais plein de gens réussir autour de moi. Et je me disais, merde, eux ils y arrivent, moi j'y arrive pas. Et donc d'un côté, tu te le prends en pleine tronche et tu dis, bah, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez bon, j'ai pas la bonne idée, même si l'idée en fait ne vaut rien. Mais voilà. Et donc tu te remets en question, tu réfléchis, et à chaque échec, tu dis, bon bah, j'ai échoué, si je repars, je vais quand même en tirer les leçons. Donc je comprends que tous les business sont pas égaux et je tire plein de leçons. Voilà, en B2C, c'est comme ça que ça marche, pas comme ça. En B2B, toutes les erreurs, je les ai faites. Et c'est à ce moment-là où je me dis, je voyais encore une fois plein de gens autour de moi réussir. Et je voyais qu'ils faisaient pas les mêmes erreurs que moi. Alors, je voyais plein de gens qui faisaient les mêmes erreurs que moi aussi. Hein. J'étais pas le plus nul. Je faisais des erreurs classiques que finalement beaucoup de gens font. Mais quand je voyais une boîte qui faisait pas ces erreurs, je me disais, cette boîte-là, elle va réussir. Parce que je sais, moi, je les connais, les erreurs, je les ai faites. Je les ai vécues pendant des années et des années et des années. Donc, je le voyais tout de suite. Je disais, waouh, ils font pas les mêmes erreurs que moi. Je veux investir. Je sais que cette boîte va réussir. Comment j'en tire parti ? Et c'est là où j'ai eu l'idée de me dire, bah, je pourrais investir dans ces gars-là. Les startups, elles font des levées de fonds. Puisque je pense avoir compris avant tout le monde que la boîte va réussir parce que par mon expérience, mes échecs, etc., je vais investir dans cette boîte. Et c'est là où on en revient au problème que j'exposais. Beaucoup de ces boîtes m'ont dit, ok, tu veux investir, bah, c'est 10 000 balles, c'est 50 000 balles, c'est 100 000 balles. Déjà 10 000, je crois qu'une fois je l'ai fait, mais après j'avais plus assez, c'est normal. Ouais. Vu que je me payais pas de salaire sur mes boîtes. Oui. Et 50 000, 100 000, c'était impossible. Je voulais investir 1000 balles, 2000 balles. Voilà. Donc j'étais bloqué pendant pas mal d'années avant de créer Léonis. Voilà. Ok, donc tu as créé Léonis pour ça justement, pour pouvoir investir dans ces boîtes-là
dans lesquelles tu pouvais pas investir à titre Ouais, pour personnel. répondre à mon propre problème. Et donc, quelles sont les premières personnes qui t'ont suivi sur Léonis justement pour que tu puisses investir dans ces boîtes? Alors, il y a eu finalement deux étapes. D'abord, j'ai commencé avec des contacts. Donc, comment j'ai eu l'idée, c'est que j'en parlais un peu autour de moi des startups que je voulais, mais que j'avais pas assez. Et donc, il y avait quelques copains, comme j'avais fait quelques exits. J'ai réussi parfois à investir 2000, 5000 euros. Et tout de suite, très vite, j'ai fait des exits. Donc, exit égale sortie positive. La boîte se fait racheter. Et donc, j'avais investi 5000, on me rend 15 000 balles. J'avais investi 2000, on me rend 6000 balles, etc. Ouais. Donc, trop bien, t'as gagné 15 000. Tu l'avais fait en nom propre, ça, du coup, à l'époque? Oui, bien sûr. Ouais, tu vois, très simplement. Voilà. Ouais. Et donc, quelques copains, des connaissances, des gens comme ça qui disent mais attends, trop bien, 10 000 balles sans travailler en 2 ans, moi aussi, fais passer les bons plans. Et de la famille, donc mon père, mon frère, je sais plus qui y avait, voilà, bon. Et donc ça c'est la première étape, j'ai commencé comme ça. Je me suis rendu compte que ça marchait pas parce qu'en fait les gens te disent oui, moi je veux investir, etc. Puis quand j'ai dit vas-y, maintenant envoie l'argent, on y va, c'est parti, fais le virement. Et tout le temps, les gens, c'est des faux plans. Ah non, mais en fait, en ce moment, j'ai pas de trésor, machin. Ce que je peux comprendre, hein, je dis pas que on a tous des vies complexes avec plein de choses qui peuvent arriver. Donc, les premières personnes qui m'ont fait confiance, c'était ça. C'était des connaissances, vraiment des gens que je connaissais, des amis. Ça marchait assez mal. On a fait 1 ou 2 deals, mais c'était compliqué. Enfin, il y avait ceux qui étaient fiables et ceux qui n'étaient pas fiables. En tout cas, j'ai trié. Voilà, il y en avait quand même avec qui ça fonctionnait. Notamment la famille, évidemment, eux, c'est plus facile. Même des copains qui le faisaient vraiment. Et puis, l'un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que moi, j'avais un site perso. Et j'ai commencé à publier des articles de blog sur des startups. En fait, il y avait donc les fameux sites d'investissement, ce qu'on appelle le crowd equity, c'est le crowdfunding, mais pour investir dans les startups, crowd equity. Et moi, je voyais ces startups et je les analysais avec mes critères, comme d'habitude, pour dire aux gens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, là il faut y aller, il faut pas y aller. Je me suis mis à écrire des articles sur mon blog pour faire ces analyses de startups en disant, il y a peut-être des gens qui s'intéressent, tu vois, dans mon raisonnement, et c'était pas faux, d'ailleurs aujourd'hui je le fais encore sur YouTube, un peu différemment, mais qui vont taper sur Google, qu'est-ce que vous pensez de la startup X sur la plateforme Y? Et ils vont tomber sur mon blog. J'ai fait beaucoup de SEO avant ça, dans d'autres business. Ouais. Donc je me suis dit, et mon article il va être référencé sur le mot-clé. C'est une niche, tu as un tout petit mot-clé. Bon, bref. Et donc, à la fin des articles, je disais, au fait, moi je fais un club si vous voulez investir avec moi. Voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça à trouver des gens que je connaissais pas sur Internet. Voilà, il y a 3, 4, 5 personnes qui ont dit, vas-y, ok, go, moi je rejoins ton club. Voilà. C'était gratuit. Très très vite, je me suis rendu compte que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et les gens qui rejoignaient gratuitement, pareil, ils n'étaient pas fiables. C'est-à-dire qu'ils rejoignaient pour voir, puis quand il fallait envoyer de l'argent, ils n'avaient pas d'argent. Et donc, très très rapidement, je passe au format payant en disant, écoutez, je vais vous donner accès à des deals, à des startups auxquels vous n'avez pas accès. On était encore en France à l'époque, maintenant c'est la Silicon Valley, mais là je parle de la France. Ils vont être sélectionnés à partir de mes critères, à partir de mon expérience. Alors à l'époque, c'était moins formalisé qu'aujourd'hui. Je démarrais. J'avais un peu. C'était plutôt, je leur disais, faites-moi confiance, je sais trouver les bonnes boîtes. C'était dans ma tête, c'était informel. Voilà. Ouais. Maintenant, je l'ai évidemment couché sur le papier, notamment dans le livre, etc. Mais donc, je disais, faites-moi confiance, regardez ce que j'ai fait avant. J'avais fait 3-4 sorties, des beaux investissements. Je dis, venez, voilà. Informel. Et rapidement, il y a quelques mecs. Alors, c'était pas cher, c'était une bouchée de pain, mais il y a des mecs, effectivement. Aujourd'hui, en y repensant, je me dis c'est fou, heureusement qu'ils l'ont fait. Qu'on dit moi je paye pour voir, j'y vais quoi, on y va. Et tu faisais payer quoi, un abonnement du coup Ouais, j'ai commencé tout de suite avec un abonnement. À l'époque, ça existait peut-être en formule mensuelle aussi, puis en abonnement annuel, tu rentres pour 1 an dans le club. Ouais, ok. J'ai tout de suite commencé comme ça, avec des prix évidemment tout petits, puis qui ont augmenté avec le temps, avec la qualité des deals à proposer dans le club. Voilà. Tu as commencé avec du coup des gens que tu connaissais. Tu as commencé ensuite, tu as continué avec des gens que tu as connus en communiquant, en alimentant ton blog, etc., en te positionnant sur des groupes. Et après, tu as voulu passer un step, j'imagine, pour faire de Léonis ce que c'est aujourd'hui. À quel moment tu t'es dit, tiens, il y a autre chose à faire encore et il y a un step à passer? En fait, effectivement, au début, je ne me rendais pas compte de la portée que ça pouvait avoir. Je pensais que c'était quelques copains comme ça, etc. Et j'avais toujours cette envie de croissance, comme toutes les startups que j'avais créées, et c'était quasiment jamais arrivé, enfin pas trop quoi. Voilà. Donc j'essayais de développer ce business comme un autre. À l'époque, je faisais autre chose à plein temps. Je faisais ça à côté le soir et le week-end. Et puis il y a eu un déclic. Il y a eu plusieurs déclics, mais à ce moment-là, je regardais beaucoup. Je suivais beaucoup Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels aux États-Unis. Et c'est au moment où j'avais lu son premier livre, qui s'appelait Dotcom Secrets, si je dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, il sort un deuxième livre, pile dans ces mois-là, qui s'appelle Expert Secrets. Et dans ce livre, il dit, vous avez un savoir, vous avez une connaissance, vous êtes un expert d'un domaine, vous pouvez en faire un business.
Et je lis le bouquin et il explique, vous savez faire un truc que personne ne sait faire, c'est un business, monétisez-le, etc. Et je me dis, merde, c'est exactement moi. Moi, j'ai un savoir dans les startups. Encore une fois, à l'époque, il était assez informel, mais voilà. Je peux le monétiser, je peux en faire un vrai business. Et à l'époque, c'était un hobby. Puis je me disais, bah, c'est un hobby qui va me rapporter un peu d'argent. Mais là, je me suis dit, non, je vais en faire un business. Donc, il s'est passé cette première chose. Donc, j'ai eu cette volonté-là. Et la deuxième chose, c'est que un soir, je regardais un webinaire en français d'un infopreneur. Et il a dit la chose suivante. Et ça a changé ma vie, en fait. Il a dit, on est en 2017, vous êtes en retard. Mais moi, je vous conseille de vous lancer sur YouTube. C'est la meilleure plateforme. Et même si vous êtes en retard, il y a une solution pour vous. Vous publiez une vidéo par jour pendant 1 an. Il a dit, vous regardez pas le résultat. Au bout d'1 mois, 3 mois, vous découragez pas. Vous faites une vidéo par jour pendant 1 an. Et il a dit, je vous garantis qu'au bout d'1 an, vous aurez une chaîne YouTube qui fonctionne. Et j'ai regardé ça. Et en le regardant, à la minute, j'ai pris la décision que j'allais le faire. J'ai terminé le webinaire et j'ai dit, OK, je vais faire ça. Et j'ai commencé... le lendemain matin, j'ai créé la chaîne et j'ai posté la première vidéo 4 jours plus tard. C'était donc vers le 24 ou 25 septembre, ou peut-être 26 septembre 2017. Et j'ai posté la première vidéo le 1er octobre en me disant, je commence le 1er du mois. Et donc, j'ai posté une vidéo par jour pendant 1 an. Alors, en réalité, j'ai dû rater 4 jours. Donc voilà, mais voilà, quand même, je l'ai fait, quoi. C'est balèze parce que c'est quand même du taf. Hein. Ah, c'est un taf de dingue. Ouais. C'est un taf de dingue. Mais je me suis dit, bah ouais, j'arrive en 2017, j'arrive après la bataille, j'arrive trop tard. Et effectivement, au bout d'1 an, j'avais une chaîne YouTube. Alors, je sais plus combien j'avais d'abonnés, mais en octobre 2018, ça avait pris, il me semble que j'avais dépassé les 1000 abonnés, tu vois. Donc, ce qui est encore tout petit, mais c'est 1000 personnes qui te connaissent, voilà. Et je me suis rendu compte que YouTube convertissait bien pour mon club. Un blog, c'est bien, mais c'est impersonnel. Une vidéo YouTube, les gens, ils te voient, tu peux exposer tes idées. Ça humanise beaucoup plus la relation, en fait. Ça humanise, et puis ça me laissait le temps, l'opportunité d'expliquer mes idées, d'expliquer toute cette intuition que j'avais sur les startups, qui était encore pas très formalisée, de montrer aux gens que je savais de quoi je parlais. Parce qu'un petit jeune sur YouTube qui dit viens investir sur les startups, mais il fallait que j'arrive à les convaincre, les gens. Et j'ai réussi. Puis toi aussi, j'imagine, ça te fait un peu grandir sur le sujet parce que tu dis, attends, ce que je raconte, face caméra, il faut quand même que tous les gens me trouvent légitime. Donc je dois être légitime et je dois le prouver, quoi. Absolument. Donc, et tu connais ce truc, on dit l'une des meilleures façons de maîtriser un sujet, c'est de l'enseigner. Ouais. Effectivement, il y a des gens qui me posaient des questions un peu pointues. Je disais, je vais faire une vidéo et du coup, pour être sûr de ne pas dire de conneries, j'allais faire des recherches en amont. Et... ça te prend des plombes à préparer pour pas sûr. Quand tu es un peu exigeant envers toi-même, ça te prend vraiment des plombes. Ouais. Donc, alors, j'étais pas trop exigeant envers moi-même parce qu'une par jour, il y a un moment, il fallait se mettre devant la caméra et on y va, quoi. Mais oui, faut pas dire de conneries non plus. Donc voilà. Donc j'ai appris, si bien qu'au bout d'1 an, j'étais tellement content de l'expérience que je suis reparti pour une deuxième année avec une vidéo par jour. Donc les 2 premières années, j'ai posté une vidéo par jour. Après, aujourd'hui, je ne suis que à 2 ou 3 par semaine, ce qui est déjà pas mal. Mais j'imagine que tu es un peu plus taffé aujourd'hui pour le faire aussi. J'ai un peu plus taffé. C'est vrai que je faisais tout seul, mais il n'empêche que du coup, j'ai publié en 5 ans plus de 1000 vidéos sur YouTube et ça, c'est ça qui a changé ma vie, qui a changé la vie des centaines d'investisseurs qui investissent avec moi. C'est que c'est YouTube qui a vraiment fait connaître Léonis Investissement. Et YouTube, ce qui est génial, c'est que c'est scalable. Donc aujourd'hui, alors c'est pas, tu vois, on n'est pas 1 million d'abonnés. Hein. La chaîne YouTube, c'est 33 000 abonnés au moment où on se parle, mais ça continue d'augmenter. Je continue de faire des vidéos. Et ce qui est super, c'est que la chaîne YouTube, elle travaille pour toi. Quand tu dors, quand tu fais rien, si je poste pas pendant 1 mois, ça m'arrive, c'est rare. Je continue de grossir. Et j'ai des vidéos que j'ai faites il y a 5 ans. J'ai travaillé 1 heure. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, il y a encore des vues, ça me rapporte encore des clients, des abonnés, etc. Oui, des fois, tu as une vidéo comme ça qui date, qui ressort, et tu sais pas pourquoi, les mecs se les partagent. Et ça va vite. Donc YouTube, énorme travail, c'est un travail de titan, mais pour moi, en tout cas, ça valait largement, enfin voilà, énorme payback aussi. Donc un vrai pourvoyeur de business pour toi, quoi. En tout cas, le tremplin a été nécessaire avec YouTube. Tout à fait. Du coup, j'imagine que tu as dû structurer aussi l'entreprise, quoi, parce qu'au final, travailler avec des copains et la famille à passer à quelque chose d'un peu plus, on va dire, structuré au sens professionnel, quoi, professionnalisé en tout cas. Comment t'es arrivé à ça ? Par l'obligation. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu, donc pour te donner une idée, j'ai créé ça en 2017. En 2019, à la fin 2019, on était 40 membres. Donc tu vois, 2 ans plus tard, pour avoir 40 personnes. Donc tu vois que ça a été très 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 long. Ouais. Et en 2020, non, alors attends, je décale peut-être d'1 an. Enfin bref, il y a une année, on était 40 et l'année suivante, on était 120. Ok. Et là, quand on a été 120, donc à 40, je faisais tout manuellement, j'étais tout seul. Voilà. Quand on est passé à 120, très rapidement, on est passé en quelques mois et j'ai tout de suite vu que j'arrivais plus à suivre en fait. Il y avait trop de choses et c'était une trop bonne nouvelle, j'étais trop content, tu vois. Mais j'arrivais plus, ça suivait plus. Et donc j'ai été obligé en fait par la force des choses
de scaler l'équipe et de mettre en place des process, d'être accompagné. Donc j'ai recruté des gens, alors pas des CDI et tout, plutôt des freelances pour que ce soit un peu plus souple, mais j'étais obligé de m'entourer, de déléguer, ce qui était très dur quand tu as tout fait tout seul. Tu le connais, tout le monde, tu as envie de garder, et tu dis je sais le faire, je le fais mieux et tout. C'est d'ailleurs un des trucs sur lesquels je suis le plus mauvais et j'ai beaucoup travaillé dessus, mais quand j'ai fait ça il y a 3 ans, j'étais super mauvais pour déléguer. J'ai un peu délégué parce que j'étais obligé, mais j'en ai en fait gardé trop. Et bien longtemps après, je me suis rendu compte qu'il fallait que je délègue encore plus et que je travaille sur moi-même là-dessus, etc. Et c'est d'ailleurs certainement un critère de sélection quand tu sélectionnes tes startups au niveau des fondateurs. Est-ce qu'ils sont capables de prendre du recul à un certain moment, de s'entourer de gens plus compétents qu'eux sur certains domaines et de déléguer quoi. Absolument. En fait, absolument, tu as complètement raison. On veut des boîtes qui peuvent grossir très vite, très fort. Et donc, il faut que ce soit non dépendant d'intervention humaine. Ou en tout cas, effectivement, dépendant, mais délégué à une équipe qui peut elle-même l'équipe grossir, qu'il y a peut-être déjà un RH en place qui peut recruter des personnes additionnelles, etc. Ouais. Si c'est je te donne un exemple très concret. Parce que c'est bien d'être concret aussi. Très très souvent, je rencontre plutôt des jeunes boîtes. C'est ça, c'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle de l'amorçage, du seed en anglais. On fait aussi de la série A. Mais beaucoup de fois, je demande aux fondateurs, ok, comment tu fais ton commercial, comment tu fais ton go-to-market, comment tu trouves des clients. Et j'en ai beaucoup qui me répondent, c'est mon réseau, c'est mes contacts. En fait, pour moi, c'est éliminatoire. Parce que, et c'est pas grave, tu as le temps de mettre quelque chose. Enfin, tu peux commencer comme ça. Mais à l'instant T, si tu fais ça, comme j'investis pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas scalable. La scalabilité, les effets d'échelle, c'est un peu mon dada, comme tu sais. Et donc, ça peut pas grossir exponentiellement rapidement. Ça dépend du gars. Si le gars, il peut pas passer 1000 coups de fil par jour. Voilà. Donc effectivement, je l'ai appris pour moi et je le veux je cherche chez les autres aussi. Ouais. Ok. Et du coup, pour les investisseurs justement qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer un peu dans l'investissement startup, donc c'est inaccessible, on l'a dit tout à l'heure, pour le commun des mortels si on n'a pas un peu d'argent. Qu'est-ce qu'apporte Léonis à un investisseur ? C'est quoi le workflow d'un projet, par exemple, si moi je veux investir chez toi ? Alors, deux questions. Le workflow. Pas chez toi, mais t'as compris quoi. Oui, bien sûr. Non, mais il y a deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'apporte Léonis ? Donc, effectivement, accéder à des investissements startup, c'est impossible. D'une part, tu vas pas les trouver, les startups, ok ? D'autre part, si tu les trouves, tu n'auras probablement pas assez. En plus de ça, maintenant chez Léonis, comme je disais tout à l'heure, on a commencé avec la France, mais on n'investit plus du tout en France et en Europe, on investit dans la Silicon Valley. Donc c'est encore 10 fois plus dur d'accéder à ces projets. C'est encore plus impossible, on peut le dire. Et en plus de ça, on n'investit pas dans la Silicon Valley au hasard, on investit au Y Combinator, qui est le plus grand incubateur de start-up au monde, qui est basé à San Francisco et qui a incubé Airbnb, Dropbox, Coinbase, Twitch, DoorDash, Instacart, etc., etc. Donc c'est la fabrique à licorne, c'est le Y Combinator. Et on investit là, chez Léonis, on a nos entrées là-bas, on est absolument les seuls. Donc c'est inaccessible. Combien on a de startups par unité de volume là-bas au Y Combinator ? Y Combinator, ils font peut-être à peu près 500 startups par an. Ok. Grosso modo. Il faut faire le tri quoi. Il faut faire le tri, mais eux ils acceptent moins de 1% des boîtes qui postulent. C'est fou. Ça veut dire que tu as 50 000 boîtes qui postulent, ils en prennent 500. Mais probablement que ces 500 boîtes-là, c'est déjà les 500 meilleures startups dans lesquelles tu peux investir durant une année donnée. Parce que donc non seulement il y a un taux de sélection de fou, mais derrière ils les accompagnent. Et c'est pas un accompagnement par des rigolos. Il y a notamment un réseau d'alumni qui est extrêmement puissant. Et donc tu arrives chez Y Combinator, ton premier coaching c'est avec le patron d'Airbnb. Ton deuxième coaching, c'est avec le patron de Stripe. Donc en fait, quand c'est les mecs de Stripe, d'Airbnb, de Dropbox qui t'expliquent comment faire le business, c'est un truc de fou, tu vois. Et ils ont les meilleurs, ils ont vraiment les meilleurs. C'est un cercle vertueux. Et comme ils sont les plus connus, ils attirent tous les talents, etc. Donc ils sélectionnent et ils sont très très accompagnés. Après, évidemment, moi dans les 500 par an, je refais le tri. Moi, j'analyse à peu près 3000 dossiers par an de startups, dont les 500 du Y Combinator, et j'en sélectionne une quinzaine. Donc tu vois que passer de 3000 à 15, c'est un travail d'orfèvre, très précis. 99% du temps, je dis non et ça va à la poubelle. Et effectivement, quand je trouve une boîte qui correspond à tous mes critères, on investit. Donc ça me permet de faire le pont, de répondre à la question. C'est la deuxième chose qu'on apporte. Donc d'une part, l'accès à ces startups-là, auxquelles tu n'aurais jamais accès. Deuxièmement, la sélection. C'est-à-dire qu'investir dans les startups, quelle startup ? Donc, chez Léonis, moi, j'ai des critères d'investissement très précis. C'est l'objet donc de mon livre. Je trie et je sélectionne 15 sur 3000, comme je l'ai dit.
dans ces startups-là, j'y crois tellement que moi, j'investis mon propre argent et je propose aux membres d'investir avec moi. Donc, il y a cette sélection-là. Tu es dans Léonis, tu n'as rien à faire, c'est tout mâché, ça arrive 15 fois par an dans ta boîte mail. Voilà une startup incroyable du Y Combinator de la Silicon Valley dans laquelle tu peux investir. Et puis, le dernier point, on en a parlé aussi, c'est les montants. C'est important de le préciser. Un investissement que je propose chez Léonis, c'est 2500 € minimum. Il n'y a pas de maximum, tu peux investir 10 000 € si tu veux, ou plus, bien sûr, mais 2500 € minimum. Donc, c'est accessible pas à tout le monde, mais à beaucoup plus de bourses que si c'était 50 000 € minimum, évidemment. Carrément. Voilà. Donc, c'est 2500. Donc, ça, c'est la dernière chose que ça t'apporte, c'est pouvoir investir dans des deals que tu n'aurais jamais trouvé, etc. Mais en plus, avec seulement 2500 €, donc accessible à plus de monde. Donc, voilà, grosso modo, ce que c'est. Deuxième question sur le workflow, tu vois, je retiens. Comment ça fonctionne? J'ai commencé à le dire. Donc, tu rentres dans le club. Il y a une communauté. Donc, on a un groupe Slack où il y a tous les membres, où tu peux échanger. Tous les jours, il y a des messages. Tu peux parler de tout et de rien, poser tes questions, rencontrer les membres, etc. etc. Et 15-20 fois, disons une quinzaine de fois par an, tu reçois dans ta boîte mail un deal. Il y a ce que moi, j'appelle un mémo d'investissement, une note d'investissement que j'ai écrite, que je t'envoie, où je t'explique, voilà ce que fait la boîte. Voilà pourquoi je trouve que c'est intéressant. Voilà mes critères d'investissement très précis qui sont effectivement respectés. Est-ce que tu veux investir, oui ou non? À ce moment-là, si tu veux investir, tu fais une signature électronique, un virement, et en 10 minutes, tu es actionnaire. C'est aussi ça qui est super sympa. Ça, c'est encore un truc qui est apporté aux clients, c'est que voilà, il n'y a pas besoin d'y passer 1000 ans. Nous, il y a un peu d'administratif derrière. On va créer une holding aux États-Unis pour réunir les investisseurs, etc. On s'occupe de tout ça pour les investisseurs. Toi, tu signes en électronique, tu fais ton virement et c'est terminé. Donc, c'est garanti. C'est garanti en moins de 10 minutes chrono, montre en main, pour faire un investissement. Et moi, je peux venir en nom propre ou avec ma holding, par exemple? Tout à fait. Ok. Donc, personne morale, personne physique, pas de souci. Ouais. Ok. Et donc, ma holding serait, par exemple, actionnaire d'une holding dédiée à investir, enfin, dans un véhicule d'investissement, en tout cas dédié, qui est américain. Ouais. C'est ça, qui est local. Ok, donc c'est quoi? C'est LLC? Ouais. Et ok, donc moi je serai actionnaire de cette holding qui elle-même sera actionnaire de sorte à ce que les fondateurs n'aient qu'un seul interlocuteur en face. C'est ça, pour pas diluer un peu. Exactement, nous on est plus de 300 dans le club aujourd'hui, donc évidemment si je dis au gars je t'envoie 300 virements et 300 signatures, il me raccroche au nez, quoi. Donc, et puis les boards c'est un peu compliqué aussi, quoi. Voilà, exactement. Donc voilà comment ça se passe. Et puis en plus de ça, dans la communauté, on fait 2 fois par an une rencontre à Paris dans une Champagne, petit four pour se voir en vrai. C'est sympa. Et tous les mois, on a une visio avec les membres du club pour échanger, pour faire connaissance, pour répondre aux questions. Donc tous les mois, il y a un Zoom de 2 heures que j'anime, où je réponds à tout le monde. On accueille les nouveaux, etc. Ok, donc 15 deals par an en moyenne, c'est à peu près ça, ça, sur les 3000 que tu reçois. Donc effectivement, il y a un sacré taf d'écrémage, ça c'est sûr. Et est-ce que tu as des exemples à nous donner de deals que vous avez fait historiquement, avec des exits positifs ou des exits négatifs ou des anecdotes en tout cas Alors oui, on a fait plus de 40 ou 45 investissements, donc j'ai plein d'exemples. Alors je peux te parler de quelques exits. On n'en a pas fait beaucoup pour la simple et bonne raison que les exits, ça prend du temps. Ouais. C'est important d'ailleurs, c'est l'occasion d'en parler. En moyenne, la durée de vie d'un investissement dans une startup, c'est 5 à 7 ans. Et comme toute moyenne, il y en a en dessous, mais il y en a au-dessus. Et les plus gros exits, ils peuvent même aller jusqu'à 10 ans, parfois même au-delà, ça existe. Alors au-delà de 10 ans, bon, ça commence à faire long, mais disons entre 5 et 10 ans. Donc on a fait quelques exits, par exemple, on a fait un exit au bout de 6 mois. Mais en fait, c'est pas terrible parce que, alors on a gagné de l'argent, mais en 6 mois plus tard, la boîte, elle a pas changé de taille, elle n'a pas changé de dimension. C'est pas une boîte qui vaut 100 fois plus. Donc là, en l'occurrence, 6 mois plus tard, ça valait 1,5 fois le prix de base. Et c'était quoi la raison? Il y avait un autre tour de table et... Non, parce qu'ils se sont fait racheter directement. La boîte était tellement bien qu'ils se sont fait racheter. Nous, on aurait voulu rester, mais quand la boîte se fait racheter, elle se fait racheter à 100%. Et voilà. Donc, alors, je peux donner l'exemple. C'était une société, un site d'hébergement de podcast. D'accord, cool. Qui s'appelle Simplecast aux États-Unis. Et donc voilà, tu mettais 2500 €, tu récupères. Alors 2500, je sais pas, 3700, 1,5 fois. 2500, tu récupères 3700. Donc tu gagnes de l'argent, hein, c'est mieux que la bourse et l'immobilier. Ok, mais c'est pas ça que je fais. Moi, je préfère que tu attendes 5 ans. Ouais, c'est un peu long. Mais derrière, tu as mis 2500 €, tu récupères 300, 500 000 €, 800 000 €, 1 million. Ça, dans la Silicon Valley, ça arrive tous les jours. C'est ça qui est intéressant, beaucoup plus qu'en France. C'est pour ça que j'investis plus maintenant dans les startups françaises. Donc voilà un type d'exit qu'on a fait. Il y en a d'autres un petit peu comme ça. Tu m'as aussi demandé les boîtes qui se sont plantées. Et on peut bien sûr en parler. Hein. Les startups, c'est risqué. Ça peut aller à zéro. Quand ça va à zéro, on perd tout notre investissement. On en a eu. On a eu une boîte où le fondateur a du jour au lendemain décidé d'arrêter et de partir, faire autre chose.
Et donc, voilà, c'était fini. Il a mis la clé sous la porte et merci, au revoir. Ça, c'est des choses que toi, tu essaies quand même d'anticiper, j'imagine, à la base. Évidemment. Quand même. Là, on va dire l'ambition du fondateur, c'est sa capacité à soutenir la charge. les échecs et à... Exactement. Voilà, parce que c'est quand même de la charge mentale d'entreprendre et de monter une boîte et de la faire croître surtout. Ouais. Parce que monter une boîte, c'est pas très compliqué. Hein. Ça prend ça prend 2 heures. Ouais, mais, c'est ça. Mais après, pour la faire croître et aller scaler, c'est un peu plus compliqué. Okay. Donc, entre guillemets, pas de chance. Après, c'est pas parce qu'il y a 1, 2, 3 boîtes qui échouent qu'on va pas gagner d'argent, bien au contraire. C'est-à-dire que comme on peut faire des multiples entre x100 et x1000, et c'est ce qu'on vise, même en imaginant le pire scénario que tu fasses 10 investissements et qu'il y en ait 9 qui se plantent, si le 10e il fait entre x100 et x1000, t'as largement gagné de l'argent. Alors chez Léonis, on n'est pas à 9 sur 10 qui se plantent, heureusement, bien au contraire. Tu vois, sur 45 investissements qu'on a fait, il y en a 2 qui ont mis la clé sous la porte. On est plutôt sur un ratio de 9 sur 10 qui réussissent. Pourquoi ? Parce qu'elles ont fait le Y Combinator, elles ont été donc sélectionnées à moins de 1% et accompagnées. Elles sont ensuite sélectionnées en plus par mes critères. Donc on sélectionne des boîtes qui ont quand même plus de chances de réussir. Après, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas Madame Irma et on sait pas de quoi demain est fait. Tous les gens qui ont ouvert un resto en 2019 avant le Covid, ils pouvaient ouvrir le meilleur resto qu'ils voulaient. Voilà, donc on sait pas ce qui va se passer demain. Mais on investit dans des boîtes digitales, comme tu sais, qui sont plus agiles et résilientes aux crises parce qu'il n'y a pas de structure de coûts fixes, de machines, etc. Donc c'est un peu plus facile de résister aux crises avec ces investissements-là. Voilà. C'est quoi le ticket moyen que vous mettez sur une boîte ? Entre 500 et 700 000 $. 500 et 700, et ça équivaut à combien de capital à peu près en equity ? Écoute, on va dire que les boîtes, elles ont en moyenne, il y a au-dessus et il y a en dessous, mais il y a en moyenne des boîtes, des valos à 20 millions. Okay. Donc si je te dis pas de bêtises, ça fait à peu près 3,5%, entre 2 et 4% du capital. Ok, d'accord. Et elle lève, en fait, vous rentrez au capital à côté d'autres fonds, par exemple, souvent ? Vous rentrez pas tout seul ? On rentre quasiment jamais tout seul, ça peut arriver s'il y a une bonne opportunité, etc. Mais c'est en général des boîtes donc, qui vont sortir du Y Combinator. Le Y Combinator, ça dure 3 mois. Au bout de 3 mois, les startups, elles sortent et elles présentent aux investisseurs. C'est là où moi, j'ai la chance d'être invité. Je suis le seul français ou le seul français. L'un des seuls français, mais je suis le seul qui partage. Il y a 2-3 français, mais ils investissent que eux. Okay. Voilà. Et à ce moment-là, elles en profitent toutes pour faire des levées de fonds à ce moment-là. Donc on investit souvent à ce moment-là, pile à la sortie. Et donc c'est des boîtes qui vont lever 2-3 millions en général. En général, hein, il y a plein de cas. Et donc voilà, nous on va mettre 500 et il y aura 1,5 million, 2,5 millions à côté de nous avec d'autres fonds, effectivement. Et combien de personnes en moyenne qui investissent dans un projet ? Écoute, entre 150 et 200, on est 300 dans le club et sur chaque projet, on est entre 150 et 200 personnes à peu près qui viennent. Quoi. D'accord, donc ticket plutôt 5 000 € en moyenne ? Par personne ? Non, en fait, alors il y a 2 types dans le club. J'ai des gens normaux, on va dire, qui sont salariés et donc ils mettent le ticket minimum parce que si tu fais, moi je fais 15 propositions par an. Si tu veux tous les faire à 2500, ça fait 37 000 € par an. Et si tu veux rester plusieurs années dans le club, voilà. Donc quelqu'un qui gagne même 4 000 € par mois, il peut pas, et surtout s'il veut le faire plusieurs années. Et chacun est libre de le faire qu'une année, mais voilà. Et donc ça c'est ma première typologie de clients et il y en a plein et ils sont les bienvenus et c'est pour aussi, enfin pas aussi, c'est surtout pour ces gens-là que j'ai créé le club pour rendre accessible à tout le monde. Mais j'ai aussi de plus en plus, et c'est normal, des plus grosses fortunes. Et donc voilà, il y a des gens qui mettent pas 5 000 par deal, mais 10, 15, 20, 25 sur chaque deal. J'ai des gens qui mettent 25 sur chaque deal. Okay. Mais voilà, ils ont des plus gros patrimoines, grand bien à leur face. Donc voilà, la moyenne elle est entre les deux, mais elle est tirée très bas par tous les gens à 2500 et très haut par les. Donc c'est. Ouais, donc voilà. On est plus près des 2005 que en moyenne. Que des 25 000, oui, ça c'est 25 000, sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, la moyenne au final, elle doit être. J'ai jamais regardé, mais on me pose toujours la question, donc il faudrait que je regarde. Vraiment, on me pose 100 fois la question et j'ai quand même jamais regardé. Mais je crois qu'elle doit être entre 3 et 4 000. Okay. Entre eux, c'est quelques personnes qui mettent beaucoup et c'est les gens qui mettent. Okay. Non, mais c'est bien, ça prouve que ça rend vraiment la chose accessible et que tout à fait. C'est pas juste réservé à des gens, justement, comme tu dis, qui ont des fortunes confortables, quoi. Non, c'est vraiment réservé à tout le monde. Alors, je dis à tout le monde, si t'es smicard et que t'as pas d'économie, tu peux pas, ça marche pas. Donc, mais c'est quand même. Enfin, disons, les startups classiques, c'est réservé à 100 000 mecs en France, qui ont plus de 10 millions d'euros. Léonis, ça s'adresse à, je sais pas, peut-être 5 ou 10 millions de personnes en France. Donc, j'ai multiplié par 100 ou par 1000 le nombre de personnes qui peuvent, je sais plus les chiffres que j'ai dit, si c'est x100 ou x1000, mais j'ai beaucoup multiplié le nombre de personnes qui peuvent accéder à ça, quoi. Okay. D'autant plus que même les très, 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 très riches, même un mec, je sais pas, même un Xavier Niel, un Bernard Arnault, s'il veut accéder à ces boîtes-là du Y Combinator, c'est pas forcément. Alors, si, quand t'es Xavier Niel, tu peux directement investir 10 millions d'un coup dans un fonds américain très prestigieux qui lui-même est spécialisé comme moi. Voilà. Mais si t'es Xavier Niel, oui, mais il y a même, je suis sûr, des gens très riches qui pourraient. D'ailleurs, il y a des gens très riches dans le club, donc il y a bien des gens très riches qui peuvent bénéficier de
de ce que je fais. Ouais. Oui, carrément. Du Parce sourcing. qu'ils ont pas. Après, c'est une histoire aussi de contact, de réseau et puis de boulot en amont. Voilà. Hein. Enfin, je veux dire, tu peux être très riche et être occupé à autre chose Ouais, tout à qu'à fait. faire ça. Hein. Ça n'a rien à voir aussi. Quoi. C'est Donc, clair. Ok, chouette. Et tu cherches aujourd'hui d'autres investisseurs, du coup? Oui, bien sûr, le club il est toujours ouvert. On cherche toujours des investisseurs. Alors, le club il a un avantage énorme et c'est, je pense, une des causes du succès de Léonis, c'est que plus il grossit, plus il apporte de valeur à ses membres. Donc, plus on est nombreux, mieux c'est. C'est pas un zero-sum game où il y en a qui prennent l'argent. Voilà. Pourquoi? Pour deux raisons principales. Premièrement, plus on est nombreux, plus on est capable d'investir des sommes importantes et donc d'attirer des plus belles startups encore en disant bah attendez, nous on vous apporte pas 500 000 mais 1 million, pas 1 million mais 2 millions. Le plus gros ticket qu'on ait mis, le record dans une boîte en une levée en une semaine, 1,7 million. Ok. Donc voilà, ça c'est des trucs de fou. Si on mettait ça à chaque fois, ce serait voilà. Donc d'une part, c'est encore mieux pour tout le monde si on est plus nombreux. Et d'autre part, comme on fait des rencontres, un réseau, des soirées, etc., bah, pour les membres, il y a plus de gens intéressants à rencontrer avec qui connecter aussi. Donc c'est vraiment un réseau qui apporte de la valeur en grossissant. Donc venez nombreux. Voilà. Mais toi, du coup, quand tu discutes avec une boîte comme ça et que la boîte te pose la question de savoir combien tu peux mettre, Ouais. qu'est-ce que tu peux répondre sachant que tu n'as pas les Ouais, engagements de tes ouais. membres? J'ai pas la réponse. Alors, j'ai l'habitude. On a fait 45 deals. En fait, étonnamment, c'est très prévisible. Donc, en fait, je sais exactement combien on va être capable de mettre. Je le vois évoluer dans le temps avec le nombre de membres. Et en fait, je réponds et je me trompe quasiment jamais à moins de 10% près. Alors, je leur dis, s'ils me demandent, mais on est sûr parce que c'est un système où tu vas demander. Et je leur dis, non, on n'est pas sûr. Il y a 10% de marge d'erreur. À la hausse comme à la baisse, ça arrive aussi souvent de faire au-delà. Du coup, je vise toujours un tout petit peu en dessous pour pas trop les décevoir. Et pour que voilà. Donc voilà. Et si jamais on est en dessous, ça peut arriver. Le deal, il a été mal expliqué, quelque chose n'est pas passé, etc. On peut toujours réexpliquer mieux, voilà. Ou on peut ça m'est arrivé quelques fois d'être un peu en dessous. Je m'excuse auprès du gars en disant, écoutez, désolé, je pensais qu'on aurait 500 000 balles. En fait, on en a que 400 000. Si tu veux, en général, le gars, tu lui dis bah, je t'avais proposé 500, mais je les ai, les 400, ils sont là, est-ce que tu les veux? Il te dit pas bah non, on annule tout, garde tes 400 000. Il y a quand même 400 000 euros que tu es prêt à lui donner. Voilà, il y a pas de. Voilà. Donc, ça m'est arrivé quelques fois. C'est rare, ça m'est arrivé quelques fois. Je m'excuse auprès du gars en disant écoute, voilà, je sais pas, le deal, il a pas pris. Ça arrive quand il y a des deals un peu compliqués, un peu techniques, que moi j'aime bien, un peu complexes à comprendre. Comme justement, c'est ouvert à tout le monde et que c'est, j'allais dire, des personnes lambda, c'est normal, c'est très bien. Je veux que ce soit. Parfois, quand c'est très complexe, c'est moins bien compris. Donc, ça arrive qu'on soit un peu en dessous. Je m'excuse auprès du gars. À chaque fois, encore une fois, c'est pas j'ai promis 500 000 et on a 40 000 balles. Hein. C'est genre, on est au lieu de 500, on est à 400. À chaque fois, ils disent oui, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Voilà. Ouais, puis en fait, si tu connais bien ta communauté d'investisseurs, toi aussi, t'es un peu proche d'eux et que tu as fait aussi l'analyse en amont. Parce que je crois que tu fais quand même une sélection, non? En amont, tu laisses pas tout le monde rentrer ou comment ça se passe? Alors, bah oui, enfin, petite, la sélection, c'est qu'il faut avoir les moyens. Ouais. D'investir et il faut être sympa, c'est-à-dire que je laisse pas rentrer, mais voilà, j'ai pas recalé beaucoup de gens sur le côté pas sympa. Ça m'est arrivé, hein, mais c'est voilà, c'est pas très, c'est une communauté, tu vois, bienveillante, ouverte, etc. Ça me coûte combien, moi, du coup, l'accompagnement? Alors, attends, je t'en parle dans un instant, mais juste pour répondre à juste avant, effectivement, je connais bien ma communauté et comme je propose peu de projets, je fais vraiment de la qualité, pas de la quantité. J'en fais qu'une quinzaine par an. Il y a plein de moments où pendant 3 semaines d'affilée, il n'y a aucun deal. Hein, les gens ils sont en attente parce que je les ai pas en avance. C'est vraiment, comme je disais, un travail d'orfèvre, de sélection en permanence. Et quand je sélectionne un deal, j'y vais avec beaucoup de conviction. Il y a beaucoup de deals qui sont à 8, 9 sur 10 que je trouve vraiment bien, mais ils sont pas à 10 sur 10. Et en fait, j'ai la discipline depuis le début de les écarter. Et c'est ça qu'aime ma communauté, c'est qu'ils disent, putain, ce deal, il était à 9 sur 10. Franchement, à 80, même parfois, j'ai envie de le faire. Je me dis, franchement, c'est quand même pas mal. Mais s'il n'est pas à 10 sur 10, j'y vais pas. Et plein de membres, d'ailleurs, me disent, mais tu voudrais pas mettre des 5 étoiles, des 4 étoiles? Je dis, mais tout ce que je t'envoie, c'est 5 étoiles. J'ai plein de 4 étoiles, c'est la même chose, 9 sur 10, 8 sur 10. Je te les envoie pas. Et donc, quand j'y vais avec une hyper forte conviction. Et c'est ça que la communauté apprécie. C'est pour ça que je mets mon argent perso. Et c'est pour ça que la communauté derrière me suit, me fait confiance. C'est pour ça que je sais que je vais avoir des gens qui vont venir. D'accord? Voilà pour te répondre. Alors, combien ça coûte? Combien ça coûte? Je ne devais pas te dire. Pourquoi? Je te le dis en off avec plaisir. Ouais. C'est pas un secret. Ouais. Les gens qui s'intéressent pourront trouver très facilement. Pourquoi je le dis pas dans le podcast? Tu m'as parlé tout à l'heure d'un autre podcast sur lequel tu m'avais entendu. À l'époque, j'avais dit le prix. Et le prix, j'ai eu tendance à le faire augmenter chaque année. Ouais, voilà. Et donc, si je le dis maintenant, il est vrai pour encore 12 mois, même pas. Mais dans 5 ans, j'espère qu'on écoutera plein de gens qui nous écouteront encore. Si vous nous écoutez en 2027, mettez-nous un commentaire. Et le prix sera pas du tout bon. Et en fait, après, les gens viennent me voir et me disent ah, mais les gens gueulent en disant mais j'ai entendu le prix, pourquoi c'est plus cher?
faire. Voilà. Donc le prix, il n'est pas secret, hein, je peux te le dire. Enfin, je sais pas si tu le connais. Et encore une fois, si vous nous écoutez, vous le trouverez facilement sur Internet. Mais je vais pas l'annoncer. Il est évolutif. Il est évolutif. Il a augmenté tous les ans depuis la création parce que la qualité des deals proposés dans le club et l'accompagnement, la qualité de ce qu'on propose, les rencontres, les visios de ça, j'ai fait que rajouter. Hein, le club, il est vivant, il est évolutif. Comme on rajoute de plus en plus de services, de choses pour améliorer l'expérience pour les utilisateurs et les meilleures startups de la Silicon Valley, du meilleur incubateur qu'on n'avait pas au début, j'ai fait augmenter le prix pour refléter ça parce que c'est un produit très premium et donc c'est un prix très premium. Ok, mais le modèle, c'est un abonnement annuel. Exactement. Que tu renouvelles tous les ans. Sans engagement, que tu renouvelles tous les ans ou pas. Oui, tout à fait. Pour accéder au deal de l'année en cours. Exactement. Par année civile ou 12 mois Non, glissant? sur 12 mois. Tu rentres le 25 septembre jusqu'au 25 septembre de l'année prochaine. Donc 12 mois glissants. Ok, voilà. Bon, cool. Où est-ce qu'on peut du coup avoir toutes ces informations si on veut rentrer en contact avec toi pour justement faire partie du club? Ouais, le plus simple, c'est notre site, leonis.vc, donc leonis.vc. Je suis donc sur YouTube évidemment. Sur LinkedIn aussi, pas mal. Sur LinkedIn assez actif, voilà exactement, j'allais le dire. Ouais. Je suis très peu sur Instagram, mais je regarde si vous voulez. Enfin, je poste quelques vidéos. Je sais que beaucoup de gens sont sur Instagram, donc j'y suis. C'est Gabriel de Léonis. Donc c'est pas une particule de noblesse. Hein. C'est juste, j'aimerais bien, ce serait marrant, mais je m'appelle pas de Léonis de nom de famille. C'est Gabriel Jarosson. Voilà, Gabriel de Léonis parce que voilà. Donc Gabriel de Léonis sur Instagram et je devrais me changer. Ça me donne des idées. Je vais changer de nom de famille. Je vais me faire passer pour un noble. Voilà. C'est marrant. Et voilà, donc, mais surtout LinkedIn et YouTube, je suis très actif. Et effectivement, après le site internet leonis.vc pour retrouver les infos sur le club et pour rejoindre le club, s'abonner à la newsletter, etc. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Gabriel. C'était vraiment très enrichissant. En tout cas, moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur le sujet. Donc c'est cool. On va en discuter du prix juste quand on aura éteint le micro. Grave. Tu laisses le micro discrètement et après tu dis non, jamais je pourrais faire ça. Non, c'est cool. Bah écoute, merci à toi. C'était super. J'étais très content et ravi d'échanger. C'était chouette. Voilà, ravi. On est deux personnes à être avoir été invitées sur la Martingale. Chez Mathieu Stéphanie, tous les deux, des années différentes. Big up à Mathieu si voilà, tu nous donc écoutes. on passe le bonjour à Mathieu Stéphanie qui nous écoutera certainement pas, mais bon, peut-être que quelqu'un lui fera passer le message. Je vais lui envoyer. Ouais. Merci beaucoup Gabriel. Merci bonne fin de salon du coup et à très vite. À très vite, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.